Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Effectivement, le Premier ministre a dit que j'étais pressé de m'adresser à l'auditoire. Et comme l'auditoire aussi, j'étais pressé d'écouter ce monsieur avec ses amis colorés. Il paraît que depuis qu'on a annoncé qu'on devait venir au Niger, je disais à mon frère et ami du Burkina hier, soyons à l'heure parce que il semble que tout le monde s'est mobilisé là-bas pour nous attendre. Et effectivement, quand nous sommes arrivés, on a eu du mal à traverser la foule pour arriver jusqu'à notre lieu de résidence. Donc c'est réciproque ce sentiment. Vous savez, vous aurez dû écouter dans mes différents discours au Mali. En fait, j'ai parlé aux Maliens, mais je sais que j'étais écouté par tous les pays de l'AES. Et surtout, d'ailleurs, par tous les Africains. Donc, chaque fois que nous parlions, nous avons en tête que ce message est adressé aux Maliens, physiquement, mais tout le monde l'écoute. Les Nigériens, en réalité, avaient dans leur tête et dans leur cœur les changements au même moment que le Mali. Et lorsque certains de vos compatriotes qui n'étaient pas d'accord avec certains faits ont disparu physiquement, certains ont été brûlés dans leur voiture, je m'informais régulièrement sur ce qui se passait dans les pays. Donc pratiquement au jour le jour, je savais ce qui se passait à Niamey, au Niger d'une façon générale. D'autre part, vous savez que l'actuelle République du Mali, historiquement, a été le berceau des grandes entités politiques historiques que l'Afrique a habité depuis des millénaires. L'Empire Songhai s'étendait, le dernier grand empire de l'Atlantique jusqu'au lac Tchad. Donc géographiquement, c'est les mêmes peuples. Les frontières que nous avons actuellement sont des frontières dessinées sous les colonisateurs. Bon, nos chefs d'État ont eu la sagesse de garder pour éviter les pièges qui étaient tendus pour eux, les guerres fratricides sur les frontières. Mais je sais très bien qu'au regard de l'histoire, c'est les mêmes peuples. Et donc, la même situation que vivait le Mali était vécue par le Niger, par le Burkina Faso. Mais il fallait un déclic. À un moment donné, certains Nigériens burkinabés, surtout les Nigériens que je suis beaucoup, certains étaient emprisonnés, empêchés de s'exprimer. Au Mali, il y avait à peu près la même situation, mais une heureuse circonstance de l'histoire, les Maliens se sont organisés et ont lancé leur mouvement à partir du 5 juin 2020. Ce mouvement, nous l'avions appelé le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5RFP. Pendant 4 mois, ce mouvement a listé ses principales revendications, parmi lesquelles la première, c'était le renforcement de la sécurité. Nous ne pouvions pas accepter que des hommes et des femmes issus de ce grand peuple historiquement se retrouvent être la risée des gens dans la sous-région, démoralisés. Les militaires tombaient par milliers, par centaines, on les entrait dans les fosses communes. Le terrorisme qui était confiné à l'extrême nord du Mali en 2013 s'est étendu à 80% du territoire.
s'est étendu au Burkina, au Togo, au Bénin, à la Côte d'Ivoire, en un mot à tous les pays du Golfe de Guinée. Donc il y a un problème. On a un médecin qui s'appelle Communauté internationale, qui est venu soi-disant pour soigner le malade Mali, qui avait mal à une partie de son organisme. Il lui promet de le soigner en 2 jours, 2 semaines, combien vous voulez, en tout cas en unité de 2 ans, il avait été dit. Et au bout de 7 ans, la maladie a gangréné les 80% du corps. Elle a dépassé, elle a atteint les voisins. Conclusion, soit le docteur est mauvais, soit le diagnostic qu'il a fait est mauvais, soit les médicaments, la prescription est mauvaise, ou la posologie est mauvaise. Donc le malade Mali qui était couché avait le choix entre attendre la mort ou chercher une solution. Les Maliens ont décidé de changer le médecin, de changer d'analyse, de changer de prescription, de changer de posologie et changer tout et prendre son décès en main. Et à la fin, au bout de 4 mois de manifestations avec des morts, ils ont retrouvé un médecin. L'armée malienne. Cette armée a sécrété en son sein, c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans tous les médias depuis 2018, que tôt ou tard, qu'il soit de notre génération ou non, la société malienne sécrétera des fils et des filles qui lui restitueront son honneur et sa dignité. Depuis 2018. Et le 20 août 2020, ces enfants ont apparu. L'armée malienne a sécrété des enfants qui ont décidé de restituer, de répondre à l'appel de ce peuple martyr et de lui restituer son honneur et sa dignité. C'est ce qu'on a appelé le CNSP, Comité national pour la sauvegarde de la patrie, pour le salut du peuple. Vous savez, c'est la même chose ici, on sauvegarde, là-bas on salue. Ici, c'est le peuple, là-bas, c'est la patrie. D'après nos cousins Dogon, là, Ganji Boro, Koro Boro, Abe Borokele. Ça, c'est donc la première revendication des Maliens. La deuxième, les Maliens disent qu'on ne peut pas continuer à déployer les moyens de l'État. Et notre armée était dans une situation où on ne pouvait même pas acheter des lunettes à vision nocturne, a fortiori des vecteurs aériens. Or, le Mali est un pays vaste. Nous savions très bien qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas la suprématie dans les airs, et un affrontement direct et très clair avec nos adversaires, que les choses se clarifient, nous n'aurons jamais la paix. C'est ainsi que les hommes qui ont été sécrétés par l'armée, avec l'appui du peuple, ont décidé de s'attaquer à cette question aussi. La lutte contre la corruption et l'impunité. Illustration, l'État malien décide d'acheter 6 hélicoptères de combat
À l'Assemblée, même les députés de l'opposition votent. L'accord est total au niveau du peuple malien. À la fin, on se retrouve avec des hélicoptères. L'argent des 4 a été subtilisé. Et les 2 qui viennent, c'est des hélicoptères d'occasion qui ont été repeints et revendus au Mali au neuf. Pendant ce temps, les militaires mouraient. On achète 2 avions, 4 avions, 6 disons, on nous envoie 4. Les 2, l'argent a été utilisé. Sur les 4 aussi, les options de combat nocturne de tous les temps n'y sont pas. Donc c'est devenu des simples avions de transport. Ce n'est pas des avions de combat tels que les Maliens rêvaient. Or, les Maliens ont cru et on leur a dit que tout ce qui était débloqué, c'était pour les défendre. Nous partons, toujours on constate, on vient, on tue des dizaines de Maliens. Le président va, ceux qui ont enterré dans les fosses communes, on ne les voit pas. Les autres, on nous montre en tout cas des caisses avec les drapeaux du Mali, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Le président pleure, il menace quelques militaires, il a le visage fermé et on s'assoit jusqu'à la prochaine destruction. En Délimane, proche de vous, à Menaka, l'aménagement finance un camp militaire construit par Barkhane. Et vous savez, dans le désert, les ingénieurs qui ont conçu la construction du camp ont oublié, entre guillemets, de faire un forage. Or, tout le monde sait que dans le désert, dans la vie tout court, le premier besoin de l'homme, c'est l'eau. Donc, les Maliens sont obligés de sortir pour aller chercher de l'eau dans les hameaux des alentours. Les terroristes étudient leur parcours. Un jour, ils tendent un guet-apens. Ils viennent au puits, ils tuent tous les militaires. Ils embarquent des bonbonnes d'explosifs dans le car, dans la voiture. Ils vont rentrer dans le camp. Ça explose. On tue les militaires. Les survivants font 7 heures de bataille. On ne peut pas les secourir. L'aménagement des avions, Barkhane a des avions. Ils disent qu'ils ne sont pas venus pour faire la guerre. On tue tous les militaires. Et sur les antennes étrangères, le camp a été détruit, les Maliens ont été tous tués. Donc on travaille le cerveau des Maliens et des Africains. Vos soldats ne peuvent rien, on ne fait que les tuer. Vous avez vécu la même chose à Chinagoden, je crois. On a fait exploser le système de communication pour empêcher que les militaires communiquent avec la hiérarchie. Les avoir isolés, c'est facile de les éliminer. Moi, je suis un ingénieur de télécommunication, on n'a pas besoin de ça. En période de guerre, on ne fait pas une seule communication. Il y a quand même les secours, la réserve. Vous avez les tourayas, vous avez beaucoup d'autres moyens de communication, mais c'est fait exprès. Donc, les Maliens disent, nous ne voulons plus de la corruption et de l'impunité. La gangrène de la corruption a déstructuré notre outil de défense. Et il y avait des disparitions forcées des journalistes. Des journalistes qui critiquent des hommes du pouvoir, ils disparaissent. Pendant ce moment, le Mali a l'affiche dans le monde entier comme le pays le plus démocratique. D'ailleurs, quand vous causez avec des Africains, ils rêvent tous d'aller au Mali parce que, soi-disant, c'est là-bas qu'il y a la démocratie. En réalité, c'était de l'anarchie. Parce que ce qu'on nous vendait, ce n'était pas la démocratie authentique, c'est la démocratie DCI,
dénomination commune internationale, avec quelques critères, mais que le peuple vive mieux, ce n'est pas leur problème. La troisième chose, les Maliens ont manifesté depuis 2018. En 2018, la CEDEAO a envoyé une mission conduite par le ministre nigérian des Affaires étrangères, qui a fait un rapport, dans lequel le rapport il écrit noir sur blanc que les autorités maliennes ne doivent plus organiser des élections sans faire des réformes nécessaires. De 2018 à 2020, il n'y a pas de réforme. Donc les Maliens ont exigé des réformes politiques et institutionnelles et une nouvelle constitution. Les Maliens ont demandé ensuite la paix sociale. Parce que les militaires qui sont au front, un militaire qui se bat, sa femme, ses enfants, son père, sa famille n'est pas en sécurité, elle ne mange pas, il ne peut pas se battre tranquillement. Or, il faut le mettre dans les conditions de calme spirituel absolu sur le plan des problèmes de sa famille, pour qu'il puisse se consacrer et donner le plus cher de ce qu'il a à la défense et à l'illustration historique de sa nation. Et pour cela, il faut une paix sociale. Ça, c'est le pacte de solidarité et de croissance que le peuple a exigé. Enfin, le peuple dit l'accord pour la paix et la réconciliation nationale nous donne de l'espoir. Il faut enfin l'appliquer. Voici les revendications fortes du peuple pendant 3 mois. Lorsque l'armée a mis fin à la chienlit qu'il y avait dans le Mali, pour qu'il n'y ait pas le désordre, pour qu'il n'y ait pas de guerre civile, l'armée s'est organisée, tous les militaires sont mobilisés, parce que vous savez, chez eux, là, on ne parle pas beaucoup, même quand on n'est pas d'accord. En tout cas, on nous a dit qu'ils étaient tous d'accord. On est venu, nous, on a eu 5 interlocuteurs qui parlaient au nom des autres. On sait très bien que ce n'est pas eux seulement, mais en tout cas, les autres étaient tous d'accord de parler au nom de l'armée. Ils sont venus, ils ont une bonne foi, ils ont leur bonne foi et leur patriotisme chevillé au corps. Tous des hommes de terrain. Il n'y a pas un seul, ce qu'on appelait les officiers de salon. C'est-à-dire comme celui qui vient donner des conférences de presse pour attaquer d'autres pays ou qui danse, ce n'est pas ça. Et ils sont venus du terrain. Qu'est-ce qu'on a vu? Tout ce que le peuple malien a vécu, les doubles langages, les trahisons, les coups de poignard, les doubles jeux, ils l'ont vécu dans leur chair et dans leur âme, malgré leur âge. Moins de 50 ans. Alors que les jeunes dans la société civile de leur âge, on les a formaté l'esprit pour faire la belle vie. Nous avons eu la chance, ces jeunes militaires sont venus pour sauver le Mali. Avec leur bonne foi, nous avons pris la voie du changement. Et on dormait tranquillement. Et puis on se réveille 9 mois après. Djadja, nous on était dans une chambre, on a fermé, on a éteint les lumières. Nous on croyait qu'on était en train d'avancer. Il y a des gens qui fermaient les yeux, ils applaudissaient. Le Mali est très bien, vous avez fait en 3 mois ce que les autres n'ont pas fait en 7 ans. D'ailleurs, vous êtes très bien. Et puis on se rend compte qu'en réalité, on était en train de comploter contre notre pays pour étouffer dans l'œuf cet esprit de changement. En commençant par quoi? En créant des difficultés au niveau de la même armée. Je vous ai dit que c'est l'unité, la cohésion de l'armée qui a sauvé le peuple. Maintenant, il fallait créer des situations pour que les militaires entre eux se déchirent. Ça, c'est la meilleure façon de nous faire échouer. Vous vous rappelez très bien, un pays que je ne vais pas citer, on a d'abord fait des manifestations quand on est arrivé à le diviser,
Ceux qui restaient, on a continué à manifester. Et un jour, des jeunes et des femmes sont sortis, demandant la démocratie. Finalement, croyant bien faire, les militaires ont réglé la chose, et puis on dit qu'il y a la démocratie. Mais ils ont continué à travailler pour mettre les militaires en conflit. Et dès qu'il y a le conflit entre les militaires, c'est fini pour le pays. Que Dieu nous en garde. On a un pays, un exemple, où c'est le même processus. On a mis les militaires en conflit et puis on a mené le désordre. Jusqu'à présent. Chez nous, quand les militaires ont compris cela, ils ont pris leurs responsabilités. De la même manière que le 18 août, ils ont répondu à l'appel du peuple. Le 24 mai 2021, ils ont répondu au cri de détresse de l'armée. Parce que tous les chefs militaires ont été mis dans une situation où on devait les écarter petit à petit pour faire ce que vous savez. Mais je crois qu'ils ont oublié que il y a l'agenda des hommes, il y a l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu et celui des hommes ont coïncidé le 24 mai 2021. C'est ce que nous avons appelé la rectification de la trajectoire de la transition. Le 24 mai 2021. Et donc, nos amis de la CEDEAO ont commencé à aller d'illégalité en illégitimité en se pavanant dans les mesures injustes et punitives avec un président de la CEDEAO qui, dès la note du changement de régime, se met à faire des communiqués en oubliant complètement ses cours de sciences politiques parce que le président de la CEDEAO n'a aucun mandat pour sanctionner un pays. C'est la conférence des chefs d'État, mais lui il fait un communiqué pour suspendre le Mali. Ces patrons se réunissent, ils versent dans des affabulations qui n'ont aucun sens. Notre pays a signé et ratifié depuis 1987 la Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral. Et l'ONU dit, reconnaît, vote que l'embargo contre un pays sans littoral, c'est interdit. Donc, légalement, on ne peut pas prendre un embargo contre le Mali. On viole la loi, soit disant que c'est pour construire un état de droit. Nous avons plié comme l'acier le fait, mais nous n'avons pas rompu. Et le 7 juin 2021 arriva ce qui devait arriver de bien pour les Maliens, et arriva le cauchemar pour ceux que vous connaissez. Le président de la transition a été investi au nom de notre peuple. Et le même jour, il a choisi un premier ministre. Et depuis ce jour, nous avons pris l'engagement d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour le Mali, de redresser l'autre pays, de lui restituer son honneur et sa dignité. Plus tard, vous savez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Le Burkina, je reviens là-dessus, nous a rejoints. Plus tard, le Niger. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec la situation suivante. Kidal, qui était imprégnable, la source de tous les problèmes, l'armée malienne l'a récupéré le 14 novembre 2023. Une date historique.
les complots qui avaient été menés pour déstabiliser le gouvernement burkinabé a été déjoué. Le Niger, plutôt, la CEDEAO dit qu'elle fait une force d'attente pour l'attaquer. Je leur ai rappelé que cette force attend depuis 2013. Parce que si vous vous rappelez, en 2013, quand il y a eu le changement, 2012, quand il y a eu le changement au Mali, la CEDEAO a créé une force d'attente pour lutter contre le terrorisme. Elle est en train d'attendre jusqu'à présent, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle attend. Et puis un jour, ils se lèvent, ils disent, bon, ils attendaient tout ce temps, maintenant ils vont rentrer en action pour venir tomber sur le Niger. Nous avons dit qu'avec le Niger, nous ne sommes pas seulement des amis. Parce que les amis, on les choisit. Ils peuvent être loin de vous, mais les frères, on ne les choisit pas. Nous sommes des parents. C'est au Niger que vit la plus grande communauté de Maliens en dehors de la République du Mali et avant la Côte d'Ivoire. Donc pour tout Malien, le Niger, c'est notre deuxième patrie. Le Burkina Faso, la même chose. Nous avons les sorts liés. Donc on a compris qu'en réalité, on veut tirer sur le Niger pour le faire tomber, mais après il y aura des balles pour les autres frères qu'on ne va pas rater. C'est en ce moment que nos dirigeants, conformément à leur mission historique, ont dit à qui veut l'entendre que nous sommes des peuples de guerriers et que personne ne s'y trompe. Celui qui veut s'en prendre au Niger nous trouvera sur son chemin. Et le responsable du pays qui prendra sur lui la responsabilité de s'en prendre au Niger ne le regrettera pas. Nous ne sommes pas restés en attente, comme d'autres, on est rentré en action. Et c'est ainsi que naquit l'AES. Si vous remarquez, ça a commencé par les questions de sécurité. Aujourd'hui, la collaboration entre nos trois armées atteint un niveau d'intégration extrêmement élevé. Et ça fait peur à certains. Nos armées sont en train d'inverser la situation vis-à-vis du terrorisme. Nous avons les preuves au Mali que tous ces mouvements dits terroristes sont créés, sponsorisés par les services secrets de certains pays qui prétendent être nos amis. Mais c'est une amitié qui est écrite en rouge, à l'aide de sang. Ce n'est pas une amitié. Elle se nourrit du sang de nos enfants. Nous avons dit que nous ne voulons pas de cette amitié. Nous voulons de l'amitié africaine. Quand vous êtes des amis, en plus des frères, vous vous entraidez. Et aujourd'hui, ce qui nous reste, la population, c'est d'aller dans le sens de nos trois dirigeants. Ce que le peuple cherchait depuis longtemps, depuis les indépendances. Elle cherchait, comme le dit le premier ministre du Burkina, des hommes et des femmes qui lui tracent la voie. Cette voie est tracée aujourd'hui. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de tout faire pour ne jamais retourner en arrière. Que les dirigeants soient dans une posture où même quand ils veulent regarder derrière eux, on leur dira non, allez-y devant, ne regardez plus derrière. Le peuple n'acceptera plus des hésitations. Vous nous avez montré la voie du salut. Foncez, nous serons avec vous. Tout est dans vos mains. J'ai dit hier aux Maliens qui sont ici
que maintenant, plus qu'hier, ils doivent être l'exemple du renforcement de la cohésion entre nos peuples. Et je termine par ça. Quelqu'un est venu hier au micro, il dit, bon, lui, il est de nationalité burkinabé, bon, il est né là-bas. Je dis, c'est très simple, vous êtes nationalité AES désormais. Ça va vous éviter de chercher à savoir si vous êtes nigérien, malien, burkinabé. Quand vous dites nationalité AES, je crois que c'est réglé. Seulement, on a eu un problème ce matin, parce qu'il paraît que il y a des gens qui ont dit qu'il y aura le drapeau de l'AES, l'hymne de l'AES, mais que désormais chaque mari de l'AES doit avoir 3 femmes. Une Nigérienne, une Burkinabé et une Malienne. Ça c'est la proposition. Ça c'est la proposition de mon frère et ami de Burkina Faso. Mais immédiatement, il y a eu une vive protestation d'une ministre du Mali qui a voulu demander la parole avec véhémence. Je lui ai dit que la séance est levée. Surtout que j'ai rappelé entre-temps qu'il y a un pays africain où c'est les femmes qui ont déposé une loi à l'Assemblée pour demander que tous les hommes aient au moins 2 à 3 femmes. Tous les hommes qui se limitent à une seule femme, on porte plainte contre le procureur peut les interpeller, peut sauter des asiles pour non-attissance à citoyen en danger. C'est pour vous détendre, monsieur le Premier ministre, j'ai terminé pour cette partie introductive. Merci. Merci. Voilà.